Bonjour, je suis Calder. Après 7 ans passés à bâtir l'entreprise familiale à partir de rien, ils m'ont renvoyé. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu as toujours été le maillon faible. » Mon père, lui, n'a pas dit un mot. Au coucher du soleil, je frottais des fientes d'oiseaux sur des pare-brises pour des pourboires quand un étranger s'est approché et a dit, « Vous ne savez pas ce que vous possédez encore, n'est-ce pas ?» Il m'a donné un chiffre. 2,7 milliards. Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas seulement volé ma place à table. Ils avaient essayé d'effacer mon nom de l'acte de propriété. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les gens discrets. Nous nous souvenons de tout. Que feriez-vous si votre propre famille vous enterrait vivant et vous laissait la pelle dans la main? La salle de bal bourdonnait d'un jazz doux et du cliquetis des verres. Je suis entré, tirant légèrement sur les manches de mon blazer, celui que j'avais porté à chaque dîner d'entreprise depuis que nous avions ouvert nos portes il y a 7 ans. À l'époque, nous étions 5, entassés dans un espace de travail partagé. Maintenant, nous étions des centaines qui connaissaient mon visage, moins qui se souvenaient de mon nom. Les projecteurs dansaient sur des tables recouvertes de lin disposées en cercles concentriques, chacune avec des cartons portant des noms écrits en cursive dorée. Près du centre se trouvait la table de la famille Vance, baignée de la lueur des bougies et d'applaudissements. Mon beau-frère Preston riait de quelque chose que le directeur financier avait dit. Ma sœur tenait son verre de vin comme si elle possédait le vignoble. Mes parents, Lucinda et Malcolm, étaient assis à chaque extrémité comme des serre-livres, stoïques, polis, indifférents. Je me suis approché. « Bonsoir », ai-je dit, réussissant un petit signe de tête. Lucinda n'a pas levé les yeux. Elle a fait un geste vers l'arrière. « Ça ne te dérange pas de rester debout, n'est-ce pas ?» J'ai balayé la table du regard. 12 chaises, 11 cartons. Mon nom n'était pas l'un d'eux. Pas de siège, pas de nom, pas de place. Ai-je chuchoté pour moi-même. À quelques mètres de là, près des portes du service de traiteur, une table haute se tenait sans surveillance. Je me suis dirigé vers elle, passant devant un serveur portant un plateau de cocktails de crevettes. Il ne m'a pas vu. La plupart des gens ne me voyaient pas. Je pouvais encore entendre la voix de Lucinda portée à travers la pièce, polie et forte pour les faits. Nous sommes si fiers des progrès de cette année. Preston a vraiment élevé la division des ventes. Et le travail d'Evelyn dans les partenariats de marque a été phénoménal. Les applaudissements sont venus facilement, familiers, comme s'ils étaient répétés. Aucune mention de moi. Rien sur l'équipe de développement que j'avais dirigée, les heures que j'avais passées à réorganiser le logiciel interne, ou le fait que le système d'automatisation lancé le trimestre dernier avait permis à l'entreprise d'économiser plus de 800 000 $. J'ai baissé les yeux sur les notes de présentation que j'avais imprimées. Celles que j'avais espéré remettre à papa ce soir, des points clairs, un graphique de projection, et une maquette de la nouvelle plateforme, le tout bien rangé dans un dossier en manille. C'est alors que Preston a levé son verre. À la famille, à l'héritage et à la résilience, a-t-il souri. Tout le monde a acclamé. J'ai souri aussi. Mais c'était le genre de sourire que l'on porte quand on a oublié ce que les vrais ressentent. Puis ça m'a frappé. Aujourd'hui, c'était le 12 juillet, mon anniversaire. Même le calendrier avait cessé de me remarquer. Le plateau de boissons est repassé. J'ai pris un verre d'eau. Les glaçons ont cliqueté vivement. J'ai pris une lente gorgée, laissant le froid s'installer au fond de ma gorge. Un jeune serveur s'est approché, tenant une carafe en argent de café. Je l'ai repoussé trop tard. Il a heurté le bord de la table. Le café s'est renversé sur mon dossier. L'encre noire a bavé sur les graphiques. Les pages se sont gondolées et collées. Oh non, monsieur. Je suis vraiment désolé, a-t-il balbutié, cherchant des serviettes sur la table familiale. La voix de Preston a traversé la pièce. Je suppose que ce n'était pas censé arriver. Des rires ont suivi. Lucinda a gloussé, son ton à peine au-dessus d'un souffle. Ne sois pas si sensible. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tapoté le papier pour le sécher. Il n'y avait rien à sauver. J'ai remarqué une chaise vide près du couloir des toilettes. Un siège au hasard, sans étiquette. Un instant, je me suis dirigé vers elle. Une lueur d'espoir, une impulsion stupide. Mais Preston m'a devancé. Il s'est affalé dedans comme s'il avait lu dans mes pensées et voulait m'y battre aussi. Ils ont même rempli l'espace où j'étais censé disparaître.
Plus tard, après le dîner, j'ai rassemblé les quelques objets laissés derrière. Des bouteilles d'eau, des cordons, une feuille d'ordre du jour pliée. Mes mains bougeaient mécaniquement. Mon cœur, non. Alors que je rangeais les derniers matériaux dans une boîte, Lucinda est passée, ses talons cliquant comme des signes de ponctuation. Elle ne s'est pas arrêtée, n'a pas baissé la voix. Essaie de ne pas être dans le chemin demain. Nous nous occuperons de l'annonce. J'ai hoché la tête sans lever les yeux. Bien sûr, ai-je dit, mais quelque chose en moi, quelque chose de vieux et de silencieux, s'est fracturé. Quand ils m'ont renvoyé, cela ne ressemblait pas à une décision. Cela ressemblait à un scénario qu'ils avaient écrit il y a longtemps. Ce matin-là, je me suis réveillé avant mon réveil. Pas par empressement, juste par habitude. Le genre d'habitude qui s'installe après des années à arriver tôt, à rester tard et à penser que l'effort achèterait en quelque sorte la loyauté. J'ai repassé ma chemise 2 fois, aplati le col, ajusté ma ceinture, puis j'ai vérifié 2 fois mon sac, le classeur de présentation, les croquis de prototype, le disque de sauvegarde et un ordre du jour imprimé avec mes initiales en bas. Je suis arrivé au bureau avant que le concierge n'ait fini de passer la serpillière. La salle B était encore fermée, alors j'ai attendu dans le couloir, sirotant un café dans un gobelet en papier qui avait déjà commencé à fuir. Cela aurait dû être le premier signe. À 9 heures, la salle a commencé à se remplir. Des visages que je reconnaissais, d'autres non. Des chefs de département, quelques investisseurs, même un directeur régional qui ne venait en avion que pour les grandes occasions. Mon pouls s'est accéléré. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai serré le classeur contre moi. C'est alors que Preston est entré, souriant comme un homme tenant une quinte flush royale. Sous son bras se trouvait un classeur à code couleur familier. Languette rouge pour le prototype, bleu pour l'analyse concurrentielle, verte pour la stratégie de déploiement. Mon classeur. Il l'a glissé sur la table et a salué tout le monde comme un animateur de talk show. Je suis resté figé, le regardant tourner la première page avec le même rythme que j'avais pratiqué la nuit précédente. Mon nom n'était plus sur la couverture, juste le logo de Vanstech. Il n'a pas seulement pris ma place. Il a pris mon travail. Commençons, a-t-il dit en cliquant sur la télécommande. La première diapositive s'est allumée. Mon design, jusqu'à la police et l'espacement. Il l'a appelé Projet Vance Pro. Lucinda a souri, assise au premier rang, les jambes croisées, les yeux brillants comme si elle avait enfin obtenu le soleil qu'elle voulait. J'ai légèrement levé la main, puis j'ai parlé. Preston, je pense qu'il y a eu, mais mon père a coupé, regardant toujours l'écran. Laisse-le finir, mon fils. Ce mot, fils, était destiné à quelqu'un d'autre. Diapositive après diapositive, j'ai regardé les 2 dernières années de mon travail défiler comme un trophée. Pas de note de bas de page, pas de crédit, pas d'hésitation. Et puis est venue la torsion, le coup de poing. Nous sommes fiers d'annoncer Preston comme notre nouveau directeur de la stratégie, a déclaré Lucinda. Il nous emmène dans la prochaine décennie. Quelques applaudissements polis, une main sur l'épaule de Preston, elle a ajouté avec un calme chirurgical. Et dans le cadre de notre restructuration, nous allons éliminer quelques postes qui ne correspondent plus à notre vision d'avenir. Restructuration. Le mot était si propre qu'il a à peine laissé une ecchymose. Tout s'est éclairci. Le silence de la nuit dernière, les ricanements, la chaise manquante. Rien de tout cela n'avait été accidentel. Tout était prélude. Un lancement en douceur de mon effacement. Preston s'est tourné vers moi. Calder, a-t-il dit, nous apprécions tout ce que vous avez fait, vraiment, mais l'avenir de l'entreprise exige un leadership plus pointu. Puis il a sorti de sa mallette et a fait glisser une enveloppe brune sur la table polie. Papier de licenciement. Le bourdonnement du climatiseur était soudain plus fort que tout le reste. L'expression de Lucinda n'a pas changé. Malcolm ne m'a pas regardé. Un investisseur s'est penché vers un autre et a marmonné, drame familial, hein? Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas bronché. J'ai pris l'enveloppe. Là, faible mais visible, il y avait une auréole de café. Le même motif que la nuit précédente, un autre écho, une autre tache qui collait. 7 ans de ma vie, effacés en 7 mots. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai signé sans poser de questions. Personne ne m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, alors j'ai regardé Preston droit dans les yeux et j'ai dit d'un ton égal, vous avez peut-être l'entreprise, mais vous ne posséderez jamais le travail.
Il a cligné des yeux. Pour la première fois ce matin-là, il ne savait pas quoi dire. Je me suis retourné, j'ai posé le stylo doucement et je suis sorti. Pas de drame, pas de porte qui claque. Dehors, le soleil du Texas m'a giflé en plein visage. Le genre de chaleur qui vous fait plisser les yeux et ravaler la fierté qui vous reste. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai tourné en rond jusqu'à ce que je me retrouve sur un parking derrière un lave-auto, simplement assis en silence. Ce soir-là, en réchauffant mon dîner au micro-ondes, mon téléphone a vibré. Un message de Preston. Profite bien d'être inutile. Je l'ai regardé, le pouce planant sur supprimer. Au lieu de cela, j'ai tapé en retour, profite bien de penser que c'est fini. Mais je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Le matin, mon nom avait été effacé du site web de l'entreprise. Le soir, j'effaçais le leurre de mon cœur. Les jours qui ont suivi se sont écoulés comme de la mélasse. J'ai gardé mon téléphone en silencieux, j'ai arrêté de vérifier mes emails, j'ai arrêté d'attendre. J'ai épuisé mes économies plus vite que je ne le pensais. Et la fierté ne dure que tant que le loyer est payé. Alors, quand un ami d'un ami a dit qu'il y avait un poste vacant dans un lave-auto sur Ben White Boulevard, je l'ai accepté. Pas d'entretien, pas de questions, juste une carte de pointage et un seau. 3 semaines plus tard, je frottais de la boue séchée sur le flanc d'un pick-up surélevé. La sueur collant à mon dos sous le soleil du Texas. Le jet du nettoyeur haute pression sifflait comme de l'électricité statique, noyant le monde. Le silence me donnait l'impression d'être invisible, comme si personne ne me voyait. Maintenant, c'était comme recommencer à zéro. Propre mais lourd. Quand on frotte la saleté de quelqu'un d'autre assez longtemps, on commence à se demander si on nettoie la sienne ou la sienne. Il y a un rythme dans le travail. Tuyau, savon, frotter, rincer, répéter. Pas de costume, pas de salle de conseil, personne ne demandant de projection trimestrielle, juste des pneus qui tournent sur le pavé mouillé et de la musique country qui s'échappe d'un haut-parleur près de la caisse. Parfois, je me surprenais à penser au bureau, à l'odeur âcre du toner frais, à la façon dont la table de conférence brillait sous les lumières LED, à la façon dont j'organisais mon bureau juste comme il faut. Maintenant, j'avais une caisse à lait pour mes affaires et une boîte à lunch en plastique. Le contraste n'était pas poétique. Il était insultant. De temps en temps, j'apercevais quelqu'un de l'ancien monde, un ancien fournisseur, un ancien collègue. Ils arrivaient dans des escalades noires ou des berlines électriques, vitres levées, les yeux rivés devant eux. Certains me reconnaissaient mais faisaient semblant de ne pas me voir. D'autres faisaient un signe de tête polie comme si nous avions partagé un vol une fois au lieu de 7 ans de sang, de code et de contrat. Puis, un mercredi, une Mercedes noire est arrivée. J'ai reconnu la voiture avant de voir le visage. Monsieur Alden, l'un des premiers investisseurs, le genre qui serrait toujours la main avec les 2 mains et portait des bretelles comme si c'était un uniforme. Il est sorti, son téléphone à la main, tapotant son écran. « Bonjour », ai-je dit, une serviette jetée sur mon épaule. Il a levé les yeux une seconde. Rien ne s'est enregistré. Puis quelque chose a vacillé. « Calder Vance ?» J'ai hoché la tête. Il a cligné des yeux. « Je pensais que vous seriez ailleurs. »« Moi aussi », ai-je dit. Il n'a pas répondu. Il est juste remonté dans la voiture et a remonté sa vitre. Mais ce silence parlait plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Le respect ne disparaît pas. Il s'estompe simplement jusqu'à ce que les gens oublient qu'ils l'ont déjà eu pour vous. Plus tard dans la journée, pendant l'heure de pointe de l'après-midi, je rinçais un camion quand mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai laissé l'eau couler une seconde et je l'ai vérifié. Message de groupe. Preston voulait probablement me laisser en dehors de la conversation. Il lave des voitures maintenant. Je suppose que les maillons faibles vont avec la graisse. En pièces jointes, une photo. Moi, debout en uniforme, en train d'essuyer, le regard baissé comme un homme qui aurait égaré son âme. Je suis resté là, trempé jusqu'aux genoux, l'écran du téléphone mouillé, la main tremblant légèrement. Pas de colère, juste de la douleur de la reconnaissance. Ils n'avaient pas seulement tourné la page. Ils en riaient. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas quitté le groupe. J'ai simplement éteint le téléphone et l'ai laissé dans mon casier. De retour au poste de séchage, j'ai attrapé le trousseau de clés. Une douzaine de clés de clients s'entrechoquaient. Se sont signifiés autrefois l'accès, l'opportunité, la confiance.
Maintenant, ils ne faisaient qu'écho. Au moins, ils me font encore confiance pour quelque chose, ai-je marmonné. Et bizarrement, cela comptait. Il a commencé à pleuvoir vers 18 heures. Le genre de bruine douce qui ne dissipait pas la chaleur, mais ajoutait simplement du poids à l'air. J'ai continué à travailler. La mousse coulait sur mes poignets, se mélangeant à la pluie. Quelqu'un aurait pu penser que je pleurais, mais ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Cette partie de moi s'était tue. Les gens pensent que toucher le fond s'accompagne d'un fracas, mais ce n'est pas le cas. C'est une routine. C'est être oublié assez lentement pour qu'on arrête de le remarquer. Mon père disait, on nettoie ce qui nous est cher. Il le disait quand il cirait la voiture le dimanche ou rinçait les gouttières. Maintenant, je me demande ce qu'il nettoie ces jours-ci, si tant est qu'il nettoie quelque chose. À la fermeture, je suis resté pour empiler les seaux, vérifier les niveaux de savon et passer la serpillière. Les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est alors que je l'ai revu. Monsieur Alden, appuyé contre sa voiture sous l'auvent. Il ne tenait pas son téléphone cette fois-ci. Vous possédez toujours une partie de cette entreprise, n'est-ce pas, a-t-il demandé. J'ai laissé échapper un petit rire, c'est comme le vent avant une tempête. Plus maintenant. Je l'ai cédé il y a des années. Il m'a étudié une seconde, les lèvres pincées. Vous en êtes sûr? Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il est monté dans sa voiture et est parti, les pneus sifflant dans les flaques d'eau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Sa question n'arrêtait pas de résonner. Vous en êtes sûr? Je suis resté allongé pendant des heures, le ventilateur cliquant au-dessus, le bourdonnement du trafic d'East Austin s'infiltrant par la fenêtre. Ce n'était pas le bruit qui me tenait éveillé. C'était le poids. Cette question ne semblait pas anodine. Elle semblait plantée. Au lever du soleil, j'étais assis par terre dans mon appartement, entouré de boîtes poussiéreuses que je n'avais pas ouvertes depuis le jour où j'ai quitté Vanstec. Elles étaient entassées dans un coin comme une culpabilité que je ne voulais pas regarder, pleine de dossiers, de vieux prototypes, de notes de réunion où personne n'écoutait, et de ces stylos qui ne semblaient exister que dans les salles de conseil. Je ne les avais pas déballés parce que je n'avais pas besoin de revivre l'humiliation. Mais quelque chose a changé. Les mots de Monsieur Alden n'accusaient ni ne consolaient. Ils défiaient. Alors j'ai commencé à creuser. La première boîte sentait l'encre d'imprimante et le regret. J'ai feuilleté des dossiers avec des onglets à code couleur que j'avais autrefois considérés comme mon héritage. Puis j'ai ouvert la deuxième boîte, celle qui portait encore un post-it de Lucinda. À conserver pour le service juridique. Au cas où. Au cas où. Quoi? À l'intérieur, des reçus, des copies d'accords de non-divulgation, mon ancien badge de sécurité, rayé et fissuré. Je l'ai tenu entre mes doigts un instant avant de le jeter. En dessous de tout, au fond, se trouvait un dossier en manille, fin, à moitié froissé, à peine étiqueté, les mots « Accord de holding Vance 2013 ». Je l'ai regardé pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Les pages à l'intérieur étaient familières. Je me les rappelais d'une nuit il y a 7 ans. Lucinda avait versé 2 doigts de son bourbon préféré, poussé le document sur le comptoir en marbre et dit sans lever les yeux. Signe, Calder. C'est une formalité. Je n'ai jamais posé de questions. J'ai signé en pensant que c'était ça, la confiance. Mais ce n'était pas le contrat dont je me souvenais. Celui-ci avait un sceau de notaire, ma signature, ses initiales, et nulle part il n'y avait de transfert de propriété loin de moi. Je l'ai relu encore et encore. Ils n'ont jamais déposé le transfert. Mes mains tremblaient légèrement, non pas d'excitation, mais de quelque chose de plus lent, de plus froid, une sorte de clarté. Ils m'avaient effacé en public, mais la trace écrite disait le contraire. Elle chuchotait à la pièce. Ils ne l'ont jamais déposé. Personne n'a répondu. Juste le craquement du ventilateur de plafond et le faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Monsieur Alden. Il a sonné plus longtemps que je ne l'aurais souhaité, puis a décroché. Calder, a-t-il dit, la voix basse. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose, ai-je dit. Les registres de l'entreprise, les dépôts de propriété, mes actions. Pouvez-vous voir si... Il a interrompu avant que j'aie fini. Attendez. Quelques clics de clavier. Silence. Puis, Calder.
ces actions sont toujours légalement à votre nom. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai laissé le téléphone glisser de ma main sur le canapé. Il a atterri doucement contre le coussin. Je suis resté assis là, respirant lentement. Mon cœur battait la chamade comme s'il venait de se souvenir comment faire. Pas de cris, pas de célébration, juste une connaissance tranquille. J'ai regardé la petite table près de la cuisine. Mes clés de lave-auto y étaient posées. Même crochet tous les soirs. Même son quand je les laissais tomber après le travail. Ce jour-là, elles avaient l'air différentes. Du métal terne, des étiquettes en plastique, des symboles d'une vie que je ne voulais pas mais que j'avais acceptée parce que je pensais que c'était tout ce qu'il me restait. À côté d'elle maintenant se trouvait autre chose, le dossier, la preuve. Peut-être que les clés n'avaient jamais été pour les voitures. Peut-être qu'elles concernaient la responsabilité, ce que les gens vous confient quand ils croient que vous le leur rendrez en meilleur état. J'ai regardé à la fois les clés et le contrat, et j'ai commencé à le sentir. Pas de la colère, pas de la fierté, mais un lent sentiment de retour. J'ai sorti mon ordinateur portable de sous le lit et je l'ai posé par terre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ouvert une feuille de calcul, puis un onglet de navigateur, puis un autre. Droit des actionnaires, droit de vote par procuration, structure du conseil d'administration, chaîne de commandement, empreinte numérique. J'ai pris des notes. Pas pour la vengeance. Pas encore. Juste pour la vérité. J'ai envoyé un email à Monsieur Alden. Merci. Je vous demande de ne parler de cela à personne pour le moment. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que j'ai besoin d'espace pour le faire. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis adossé. Ils ont pris ma place. Ils ont oublié que j'avais construit le sol en dessous. Alors que la nuit tombait, j'ai rédigé une chronologie de chaque réunion, chaque vote, chaque changement interne qui s'est produit au cours des 2 dernières années. J'ai déterré de vieux emails, des fichiers archivés. Je cherchais des lacunes, des endroits où ils ne pensaient pas que je regarderais. Vers 23 heures, ma boîte de réception a sonné. Pas d'objet, pas de corps de texte, juste une pièce jointe. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. Une image scannée, une note de réunion tapée, pas d'en-tête, pas de signature, juste une ligne surlignée en jaune. S'assurer que Calder ne trouve jamais le dossier de 2013. Preston s'en occupe. En bas, le nom de l'expéditeur, Malcolm Vance. Mon père. Je croyais que le silence de mon père était de la faiblesse. Cette nuit-là, j'ai appris que c'était de la stratégie. La semaine suivante s'est écoulée lentement, comme quelque chose qui attendait de craquer. J'ai vécu chaque jour avec une détermination tranquille, répondant aux appels, organisant des dossiers, mémorisant chaque ligne de cet accord de 2013. Mais sous tout cet ordre se trouvait la même phrase qui se répétait sans cesse dans mon esprit. S'assurer que Calder ne trouve jamais le dossier de 2013. J'ai regardé ce scan pendant des heures. Son nom était là, Malcolm Vance, tapé en bas. Mon père, le même homme qui m'avait dit un jour, la vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'être prête. Samedi matin, je suis allé au domaine. Cela faisait plus d'1 an que je n'avais pas mis les pieds près de la maison qui m'avait élevé. Les haies étaient toujours taillées à la perfection militaire. Les colonnes blanches se dressaient hautes, polies, fières, comme si elles avaient quelque chose à prouver. Le porche d'entrée n'avait pas vieilli d'un jour, mais moi si. Entrer dans l'allée me donnait l'impression de me garer sur une scène de crime où quelqu'un avait déjà nettoyé le sang. Je suis sorti, le dossier à la main, pas un avocat, pas un témoin, juste un fils entrant dans une maison qui n'a jamais appris à prononcer son nom sans sourciller. Malcolm a ouvert la porte avant que je ne frappe. Il avait l'air plus âgé que dans mon souvenir, plus mince, plus creux autour des yeux. Il n'a rien dit, s'est juste écarté et m'a fait signe d'entrer. Je n'ai pas salué. J'ai brandi l'email imprimé, ce scan accablant. C'est toi qui as écrit ça. Il n'a pas bronché. Il est simplement entré dans le bureau, a versé 2 verres de whisky et en a placé un sur la table d'appoint la plus proche de moi. C'était sa façon de dire oui sans mots. Il s'est assis lentement comme si chaque articulation avait quelque chose à dire. Puis finalement, il a parlé. Ta mère pensait que tu n'étais pas prêt. Je suis resté immobile. Toi aussi, ai-je dit, bas, presque inaudible. Il n'a pas nié. Il n'en avait pas besoin. Son silence était la réponse.
J'ai toujours été. J'ai pris le whisky, mais je n'ai pas bu. Je n'étais pas là pour du réconfort. J'étais là pour de la clarté. Tu savais que je n'avais jamais cédé mes actions. Il a regardé le sol. Tu nous as fait confiance. C'était ma première erreur. Ses épaules sont légèrement tombées. Le genre de chute qui ne se produit que lorsque quelqu'un laisse enfin la vérité peser sur son dos. Puis il l'a dit, calme, délibéré. Ils vont te poursuivre maintenant, Calder. Tu n'aurais pas dû appeler Alden. Cette phrase a frappé différemment. Pas comme une menace, comme un avertissement. Une supplication presque. Il n'était plus seulement un père. C'était un homme essayant de sortir d'une pièce qu'il avait aidé à construire. Tu ne me protèges pas, ai-je dit. Tu protèges ce qui reste de ta part. Derrière lui, sur le mur, était accroché le portrait de famille, un portrait formel, le genre que nous avions tous été forcés de faire un été avant une réunion du conseil d'administration. Les sourires étaient faux, les vêtements chers. Et j'étais là, où j'y étais. J'ai regardé de plus près. Mon image était toujours dans le cadre, mais à peine. Mon bras était coupé. Mon visage était juste assez tourné pour que je sente que je n'avais pas ma place. J'avais été effacé bien avant qu'il ne me renvoie. Je ne cherche pas la vengeance, ai-je chuchoté. Je cherche mon nom. Il a alors levé les yeux. Il a vraiment regardé. C'est là que je l'ai vu. Pas de la culpabilité, pas de la fierté, juste du regret. Un homme qui pensait que le silence était de l'amour, un homme qui laissait les autres faire les coupures pour que ses mains restent propres. Alors que je me tournais pour partir, il a fouillé dans le tiroir à côté de lui et en a sorti une petite clé USB. Pas de mots, pas d'explication. Il l'a glissée dans la poche de mon manteau, a fait un léger signe de tête et s'est retourné vers son verre. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je l'ai branché. Un seul fichier audio, sans titre. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Lucinda a rempli la pièce. Assurez-vous que le transfert ne soit jamais rendu public. S'il le découvre, enterrez-le sous les poursuites. La voix de Preston a suivi. Suffisante, familière, j'y travaille déjà. Puis, Malcolm, il te pardonnera. Il le fait toujours. J'ai mis la lecture en pause, j'ai regardé l'écran. Mes mains étaient stables. Mon souffle non. Cette phrase. Il le fait toujours. Elle a tranché plus profondément que tout ce que Preston avait jamais dit. Ils avaient compté sur mon pardon, ma loyauté, mon silence. Mais ils n'avaient pas compté sur ma patience qui s'épuisait. Il y a une sorte de paix qui vient quand on cesse d'avoir besoin d'excuses. Ce n'est pas de la guérison. C'est du détachement. J'ai passé les 2 heures suivantes à rédiger des emails à des avocats de confiance. Pas ceux de la famille, les miens. J'ai crypté des fichiers, fait des sauvegardes, documenté des chronologies. Si c'était la guerre, je n'allais pas y aller sans armes. Juste avant minuit, un message est arrivé. Pas de nom, juste un numéro que je ne reconnaissais pas, arrête de creuser ou nous ferons en sorte que tu ne revoies jamais la lumière du jour. L'expéditeur. Preston Veil. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois. Puis pour la première fois depuis qu'il m'avait tout enlevé, j'ai souri en coin. Bien, ai-je murmuré. Ça veut dire que je suis proche. Il pensait que la peur m'arrêterait. Elle ne m'a rappelé que ce que le silence peut faire quand il décide enfin de parler. 2 jours ont passé. Je n'ai pas laissé beaucoup de traces. Pas de réseaux sociaux, pas d'appels qui n'avaient pas besoin d'être faits. J'ai gardé la tête basse et mon dossier plus serré. Mardi matin, je suis entré dans un petit bureau au 2e étage d'un immeuble en briques rouges près de la 7e. Pas de signalisation, pas de secrétaire, juste une porte en bois avec une plaque en laiton qui disait « Crane, conseil à la retraite ». Evelyne Crane attendait déjà. Une tasse de café noir, un dossier ouvert devant elle, et ce regard perçant qui avait autrefois terrifié les stagiaires en 2009. Je m'en souvenais parce que j'en avais été un. Elle n'a pas souri, n'a pas perdu de temps en bavardage. « Vous avez été occupé » a-t-elle dit en tapotant le dossier. « J'ai tout gardé » ai-je répondu. Elle a haussé un sourcil. « Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la discipline. » J'ai tout étalé. Les documents de propriété de 2013, le scan de l'email, l'enregistrement USB et la note de Malcolm. Elle a lu en silence,
hochant la tête de temps en temps. Puis avec un petit rire sec, elle s'est adossée et a dit « Vous n'êtes pas fou, Calder. Vous êtes juste le seul à avoir gardé les reçus. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Ce qui a suivi, ce sont 3 heures d'excavation juridique. Evelyne a disséqué chaque signature, horodatage, clause et oubli comme un chirurgien cherchant un cancer. Elle ne m'a pas materné, elle a calculé. Pendant 7 ans, ai-je murmuré en la regardant. Ils ont construit leur empire sur des fondations que j'ai posées. Elle a levé les yeux, a griffonné quelque chose sur un bloc-notes, puis a dit sans me regarder. Alors, il est temps que vous retiriez les vis une par une. À la tombée de la nuit, nous avions une stratégie de travail. Evelyne a insisté sur la discrétion. Pas de menaces prématurées, pas d'implication de la presse, juste rassembler, vérifier, protéger. J'ai hoché la tête. Je lui faisais confiance. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon nom éclaboussé sur un gros titre. Le frère déshonoré de Vance dépose une fausse déclaration de propriété. Je n'ai même pas eu besoin de lire la signature pour savoir qu'il avait planté. Les empreintes de Preston étaient partout dans le langage. Suffisant, chirurgical, et juste assez vague pour le protéger des retombées juridiques. J'ai lu l'article lentement, puis je l'ai relu. Mes mains n'ont pas tremblé, mais mon souffle s'est coupé une fois quand j'ai vu le fil de commentaires remplis d'inconnus me traitant de désespéré, d'amer, d'échec. C'était donc leur plan. M'enterrer à nouveau, mais cette fois dans l'opinion publique. Cet après-midi-là, le texto d'Evelyne est arrivé. Ne répondez pas. Nous maintenons le cap. Plus tard dans la soirée, le numéro de Lucinda a allumé mon téléphone. Je l'ai regardé. Un instant, j'ai envisagé de l'ignorer. Mais j'ai ensuite pensé qu'il était peut-être temps d'arrêter d'éviter la guerre qu'ils avaient commencée. Alors, j'ai répondu. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation privée, a-t-elle dit. Dîner demain. Evelyne m'a dit de ne pas y aller. Ils ne vous donneront pas la paix, Calder. Juste plus de poison déguisé en pardon. Je n'y vais pas pour la paix, ai-je répondu. Le lendemain soir, j'ai franchi les mêmes doubles portes que j'avais autrefois franchies en courant enfant. La salle à manger des Vance n'avait pas changé. Même lustre, même longue table, même froideur. Lucinda était assise seule à la tête, vêtue de beige doux, son alliance brillant sous la lumière des bougies. Il y avait de la nourriture, intacte. Elle a fait un geste vers le siège à sa gauche. C'était le même siège qui avait été pris lors de mon dernier dîner ici. Cette fois, il était vide. Je ne me suis pas dirigé vers lui. Elle a rompu le silence. Je t'ai mieux élevé que ça, Calder. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, vous m'avez entraîné à ne pas parler. Ce n'est pas la même chose. Sa fourchette s'est arrêtée. Ses yeux ont vacillé. Puis plus rien. Juste le silence. Le genre qui ne me faisait plus peur. Après le dîner, je suis parti sans un autre mot. J'ai descendu la 5e rue, passé devant le restaurant où je mangeais quand je croyais encore aux réunions d'affaires familiales. Je me suis arrêté, j'ai commandé un café, j'ai ouvert mon ordinateur portable. De retour à la maison, j'ai finalisé les dossiers, audio, contrat, scan de mai, chaque ligne pointillée. Je les ai téléchargés en toute sécurité et les ai envoyés, non pas à la presse, non pas à un blog, mais directement à l'investisseur principal de Preston et au Texas Business Ethics Board. Je ne voulais pas le chaos. Je voulais la clarté. Je n'ai pas besoin de vous détruire, ai-je chuchoté. J'ai juste besoin que la vérité respire. À 1h12 du matin, Preston a riposté. Un coursier est arrivé à ma porte avec une enveloppe épaisse. À l'intérieur, un avis officiel. Poursuite pour diffamation et vol de secrets commerciaux. Une campagne de dénigrement avait commencé. Les gros titres des médias me présentaient maintenant comme instable, vindicatif, désespéré d'attention. Pendant quelques heures, la peur est revenue. Non pas de perdre l'affaire, mais de la combattre seule. J'avais déjà trop perdu. Pouvais-je me permettre de perdre plus? Puis mon téléphone a sonné. La voix d'Evelyne était basse, contrôlée, mais cette fois il y avait de l'urgence. Ils ont fait une erreur. Je me suis redressé. Dans leur propre procès, a-t-elle poursuivi, ils ont cité un document interne qui confirme légalement votre propriété. C'est fini, Calder.
Ils se sont exposés. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence contenir cette vérité un instant. Puis j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, je ne survivais pas. Je gagnais. Gagner n'était pas bruyant. C'était silencieux, comme une serrure qui s'ouvre. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. Ce n'était pas Evelyne. Pas un journaliste. Ce n'était même pas Malcolm. C'était le président du conseil d'administration de Vanstec, un homme dont je n'avais pas entendu la voix depuis le jour où ils m'ont évincé à huis clos. « Monsieur Vance, a-t-il dit, son ton formel mais prudent. Nous avons examiné les dépôts. Il semble que vous soyez toujours notre actionnaire majoritaire. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis simplement resté assis là, le téléphone pressé contre mon oreille, regardant par la fenêtre où la lumière du soleil coupait vivement le sol. C'était la même lumière que j'avais autrefois observée depuis mon bureau d'angle avant qu'il n'enlève les murs qui l'entouraient. Ils m'ont enterré sous la paperasse, ai-je murmuré. Ils ont oublié que le papier peut aussi ressusciter. Ce matin-là, je me suis rasé, j'ai repassé une chemise blanche propre, non pas de chez Brooks Brothers, mais du vestiaire du Lavoto, une étiquette de nom encore faiblement visible là où se trouvait autrefois le logo. Je ne l'ai pas caché. En quittant mon appartement, je suis passé devant le café où Evelyne a lu pour la première fois mon cas à voix haute comme une transcription de tribunal. Je pouvais encore entendre sa voix dans ma tête. N'y allez pas pour vous battre, Calder. Allez-y pour finir. La traversée du hall de Vanstec me donnait l'impression de me déplacer dans une photographie. Nette, stérile, figée dans le temps. Même odeur de café brûlé, de moquette neuve. Même réceptionniste qui n'a pas rencontré mes yeux. Mais cette fois, je n'étais pas là pour être reconnu. J'étais là pour être pris en compte. J'ai poussé la porte de la salle du conseil à 10 heures précises. Ils étaient déjà là. Preston avec son costume trop impeccable pour l'heure. Lucinda toujours habillée comme si elle possédait chaque mur près duquel elle se tenait. Et Malcolm, silencieux, immobile et illisible. Preston s'est levé le premier, tendant la main. « Nous pouvons régler ça tranquillement, Calder » a-t-il dit, la voix dégoulinante de diplomatie. J'ai regardé sa main, puis je suis passé à côté vers le siège que j'occupais autrefois. Vous l'avez déjà rendu bruyant. Je ne me suis pas assis. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai sorti une seule feuille de mon dossier. Evelyne avait vérifié chaque mot 3 fois. Je l'ai fait glisser sur la table en acajou poli. Pas de monologue, pas d'accusation, juste la vérité, notariée, horodatée, indéniable. Lucinda l'a attrapée avec la lente grâce de quelqu'un qui savait déjà ce qu'elle disait. Elle a lu en silence, puis a levé les yeux. « Tu ne nous ferais pas ça » a-t-elle dit doucement, non pas en suppliant. En avertissant. J'ai rencontré son regard sans ciller. « Vous me l'avez fait. » Son silence était la confirmation. Il y avait une chaise vide à la tête de la table, la même qu'ils avaient remplie avec l'ambition de quelqu'un d'autre. Je me suis dirigé vers elle, je l'ai tirée et je me suis assis. Pas pour le pouvoir, pas pour la fierté, juste pour reprendre ce qui avait été à moi. J'ai cliqué mon stylo, le même en argent de ce contrat d'il y a 7 ans, et je l'ai posé sur la page comme une signature en attente. La pièce n'a pas éclaté. Pas de cri, pas de poing qui claque, juste le frisson de la prise de conscience se déplaçant d'un visage à l'autre. Puis la porte s'est de nouveau ouverte. Evelyne est entrée, calme, composée, tenant une enveloppe. Elle l'a placée devant Preston. « C'est une injonction du tribunal » a-t-elle dit. « Votre procès a été rejeté. Vos finances sont sous enquête. Et Lucinda, vos transferts d'actifs non autorisés sont maintenant enregistrés. » Preston a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis levé. « L'entreprise n'a pas besoin de plus d'ennemis » ai-je dit. Elle a besoin de responsabilité. Le conseil a voté à l'unanimité. Ils ne m'ont pas félicité. Ils n'ont pas applaudi. Ils ont simplement accepté la réalité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Alors que les autres sortaient, Malcolm est resté assis. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Pas défiant, pas brisé. Juste usé. J'aurais dû l'arrêter, a-t-il dit tranquillement. J'ai hoché la tête. Tu le peux encore, ai-je dit. Dis la vérité. Je n'ai pas attendu de réponse. Dehors, le soleil du Texas m'a frappé le visage comme au chapitre 2.
Sauf que cette fois, il ne brûlait pas. Il réchauffait, doux, mérité. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un nouveau message de Lucinda. Tu as peut-être gagné, mais tu seras toujours seul. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai tapé en retour, c'est comme ça que les leaders commencent. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai supprimé la conversation et je suis parti. Quand le pouvoir revient entre vos mains, la partie la plus difficile n'est pas de l'utiliser. C'est de décider quel genre d'homme le détiendra. Une semaine après que la salle du conseil se soit tue, je suis retourné à la maison où j'ai été élevé. Pas par nostalgie, pas pour la famille. Cette fois, je suis venu en tant que chef légal de l'entreprise qui portait notre nom et les échymoses qui allaient avec. Les portes d'entrée se sont ouvertes lentement, comme si elles aussi se souvenaient de tout ce qui s'était passé derrière elles. Le gravier sous mes pneus semblait plus bruyant que dans mon souvenir. Peut-être parce que cette fois, personne n'attendait sur le porche. Pas de performance, pas d'illusion. La maison semblait plus grande, plus froide. Chaque fenêtre regardait comme des yeux qui vous connaissaient autrefois et qui prétendaient maintenant ne jamais l'avoir fait. Je suis entré. La même odeur florale flottait faiblement, mais quelque chose était différent. Vide. Les murs ne résonnaient plus de vie, juste de souvenirs. Le portrait dans le couloir principal. Notre photo de famille prise pendant de meilleurs mensonges. Toujours accrochée là où elle avait toujours été, mais elle ne semblait plus fière. Elle semblait fossilisée, un monument à quelque chose qui n'avait jamais été vraiment entier. Gagner change la vue, ai-je pensé. Pas le temps. Lucinda était assise dans le salon, la lumière du matin ne touchant que la moitié de son visage. Elle portait du gris, pas les tons vifs et calculés dont elle s'armait autrefois, mais le genre de gris qui ne veut pas être vu. Elle ne s'est pas levée, n'a pas souri, a juste dit « Tu es venu ». Je n'avais pas prévu, ai-je dit en entrant. Mais je pensais que je devais le voir par moi-même. Elle avait l'air plus âgée. Pas de la manière dont le temps agit sur les gens, mais le genre de vieillesse qui vient quand l'échafaudage du contrôle s'effondre enfin. J'ai fait ce que je devais, a-t-elle dit tranquillement. Tout était pour cette famille. Je me suis assis en face d'elle. Pas trop près. Non, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Tout était pour le contrôle. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Pas la défaite, l'épuisement. Il n'y a pas eu de cri, pas d'insulte finale, juste l'immobilité de deux personnes finalement à court de munitions et trop fatiguées pour recharger. Quelques minutes ont passé avant que Malcolm n'entre dans la pièce. Il se déplaçait comme s'il ne voulait rien déranger, même pas la poussière. Il m'a tendu une enveloppe sans un mot. À l'intérieur se trouvait une seule lettre pliée, inachevée, non signée. C'était sa démission, datée de 3 jours avant l'effondrement du procès. Elle savait déjà. En bas, au crayon léger, une seule ligne se détachait. Il n'a jamais été le maillon faible. Il était la chaîne. Ma gorge s'est serrée, mais je ne l'ai pas montré. Pas devant eux. J'ai plié le papier doucement, l'ai remis dans l'enveloppe et je me suis levé. Pas d'adieu. De retour à la maison, je me suis dirigé vers le petit bureau de mon salon, celui où j'avais autrefois compté des factures et me demandais à quel point la vie pouvait descendre bas. Dessus reposaient 2 choses. Le vieux trousseau de clés du lave-auto, rouillé, plié, portant encore l'étiquette d'origine. À côté, la nouvelle carte d'accès, brillante, marquée, embossée du nom de l'entreprise. L'un a construit la survie, ai-je pensé. L'autre a construit l'empire. Tous deux m'ont gardé honnête. Je n'ai déplacé aucun des deux. Je les ai simplement laissés côte à côte. Ce soir-là, j'ai retrouvé Evelyne en ville. Elle était déjà sur le toit terrasse, 2 cafés à la main. Tout comme les étés où j'étais stagiaire, quand nous nous échappions des salles de conseil et prétendions que la ville ne nous regardait pas. Elle m'a tendu la tasse sans un mot. Nous sommes restés ensemble, surplombant l'horizon, les mêmes bâtiments, les mêmes lumières, mais tout semblait d'une teinte différente maintenant. Alors elle a dit, et maintenant ? J'ai pris une gorgée, j'ai laissé la chaleur s'installer. Construire quelque chose que je n'ai pas à partager avec des fantômes. Elle a hoché la tête lentement, souriant dans sa tasse. C'est le bon genre d'héritage. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous n'en avions pas besoin. Plus tard dans la nuit, je suis passé devant la maison familiale une dernière fois. Les fenêtres étaient sombres sauf une. Le bureau à l'étage. Une silhouette se tenait là.
Malcolm. Il tenait un verre. Il l'a levé, pas haut, juste assez pour que je voie le reflet. Un toast silencieux. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai continué à conduire. Les routes étaient vides. Pas de phare derrière moi. Pas de questions devant. Je me suis garé sur le vieux parking derrière le lave-auto. Même pavé fissuré. Même lumière de sécurité vacillante. Mais cette fois, je ne me garais pas pour pointer. J'étais là pour signer des papiers. Je suis entré dans le petit bureau, maintenant vidé, attendant sa nouvelle vie. Sur le mur, j'ai accroché les vieilles clés. En dessous, le nouveau panneau brillait doucement dans la pénombre. Centre de renouveau Vence, un lieu pour les secondes chances pour les autres. Et peut-être encore, d'une manière ou d'une autre, pour moi. Le pardon ne reconstruit pas ce qui a disparu. Il vous permet simplement d'arrêter de vivre dans les ruines. Mais certains fantômes ne s'estompent pas. Ils appellent des années plus tard pour demander de l'aide. Cela faisait 3 mois que j'étais sorti de la salle du conseil de Vence Tech. Les clés dans une poche, la dignité dans l'autre. Le centre de renouveau Vence n'était plus seulement une idée. Il avait des murs, des gens et un but qui s'étendait bien au-delà de ma propre histoire. Et juste au moment où je pensais avoir mis le passé au repos, mon téléphone a sonné. Le numéro s'est allumé avec une familiarité qui m'a serré la poitrine. Je ne l'avais pas vu depuis des années, mais je l'ai reconnu immédiatement. Lucinda. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Sa voix était fine comme du papier, presque translucide. Je ne veux pas de pardon, Calder. Je voulais juste. Je voulais entendre ta voix une fois de plus. Je me suis assis lentement, le poids des vieilles conversations pesant sur mes épaules. Elle n'a pas demandé de pitié. Elle n'a même pas demandé de temps, juste une présence. Certains fantômes ne hantent pas, ai-je pensé. Ils attendent juste d'être entendus. L'après-midi suivant, je me suis garé devant l'hospice à la périphérie de la ville. Le bâtiment était propre, calme, le genre d'endroit où les gens venaient attendre sans le dire à voix haute. La chambre de Lucinda était de couleur douce, d'odeur stérile. Il y avait une seule photo sur la table de chevet. Notre famille, il y a des années, quand les sourires étaient encore répétés, mais au moins dirigés dans la même direction. Elle semblait petite dans le lit, frêle, mais ses yeux étaient vifs quand ils ont trouvé les miens. « Tu es devenu plus fort que nous tous », a-t-elle chuchoté. J'ai tiré une chaise à côté d'elle. « Non », ai-je dit doucement. « Je suis devenu différent. » Il n'y avait pas de triomphe dans ma voix, pas d'amertume, juste le genre de clarté qu'il faut une vie entière pour trouver. Elle a eu le plus petit des sourires, puis s'est laissée aller au silence. Son poignet a attiré mon attention. Un fin bracelet en argent, du même modèle que celui qu'elle m'a donné quand j'avais 8 ans. À l'époque, elle m'avait dit, « Tu feras toujours partie de cette famille. » Des années plus tard, elle a réutilisé ces mots, cette fois comme une laisse, pas une bouée de sauvetage. Mais maintenant, allongée dans ce lit, sa main reposant paisiblement, la chaîne ne ressemblait plus à de la possession. Elle ressemblait à un écho. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti le bracelet identique que je n'avais pas porté depuis des années. Je l'ai posé doucement à côté du sien sur la table de chevet. 2 moitiés d'une histoire qui ne s'était jamais vraiment connectée jusqu'à présent. Je suis sorti pour trouver Malcolm assis sur un banc sous les arbres. Il n'a rien dit au début, a juste tapoté l'espace à côté de lui. Nous sommes restés assis en silence un moment, puis il s'est éclairci la gorge. « Elle était fière de toi », a-t-il dit, la voix épaisse. J'ai regardé le parking, les collines lointaines derrière. « La fierté n'est pas de l'amour, papa », ai-je répondu doucement. Mais peut-être qu'elle a essayé. Ses épaules sont tombées, non pas de défaite, d'acceptation. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai prononcé le mot à voix haute. Merci, papa. Nous n'avions pas besoin de plus. L'inauguration du centre de renouveau Vence a eu lieu une semaine plus tard. Le hall bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les journalistes locaux planaient, stylo prêt, caméra attendant quelque chose de profond. Mais il n'y a pas eu de cérémonie, pas de coupe de ruban, juste des gens. De vraies personnes, celles dont les noms avaient été signés, dont l'avenir avait été volé par des gens en qui elles avaient autrefois confiance. La presse m'a demandé pourquoi j'avais choisi cette cause. J'ai regardé autour de la pièce, au-delà du podium, au-delà des journalistes.
Parce que je sais ce que c'est que de construire quelque chose à partir de rien, ai-je dit, 2 fois. Plus tard dans la nuit, je suis retourné à mon bureau. C'était calme, le genre de calme qui ne fait plus mal. J'ai cherché dans le tiroir et j'ai sorti la vieille clé du lave-auto. Rayée, cabossée, toujours solide. Je l'ai fixée au mur sur une petite plaque. En dessous, juste une seule ligne gravée. Quand ils m'ont traité d'inutile, cette clé a ouvert mon avenir. Je suis resté là un moment, la main appuyée contre le mur, laissant le poids de tout cela s'installer dans ma poitrine. Le lendemain matin, une lettre de l'avocat de Lucinda est arrivée. À l'intérieur, une petite note pliée, manuscrite en lignes inégales. Tu m'as appris ce qu'est la force. J'espère qu'un jour tu me pardonneras, même si ce n'est qu'en silence. Je l'ai tenue plus longtemps que je n'aurais dû, puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, à côté du bracelet. Et j'ai chuchoté, je l'ai déjà fait. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Austin, je suis sorti. Evelyn attendait avec 2 cafés, son sourire narquois habituel. Tu l'as fait, a-t-elle dit. J'ai regardé l'horizon, la façon dont la lumière effleurait le sommet des bâtiments. Non, ai-je dit tranquillement. J'ai juste arrêté de les laisser raconter mon histoire. Nous sommes restés là un moment, côte à côte, sirotant un café alors que la ville continuait de vivre sous nos pieds. En rentrant chez moi, je suis passé devant le vieux lave-auto. Les machines bourdonnaient. Le même son doux qui signifiait autrefois la survie. Maintenant, cela signifiait autre chose. La renaissance. Parfois, la vie vous donne tout seulement après que vous ayez perdu ce que vous pensiez avoir le plus besoin.